Rebonjour, merci à tous d'être venus. Pour ceux qui ont eu de la chance de prendre des vacances comme nous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, vous en aurez à Noël quand nous, on n'en aura pas. Je voulais vous parler, avant de répondre à vos questions, sur trois sujets principaux qui sont un peu le bilan du début de saison, enfin de la première partie de saison, pardon. On peut parler du mercato, le précédent et celui qui arrive. Et puis aussi vous parler de la vie du club de manière plus générale, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent en ce moment au club, qui vont se passer dans les mois et les années qui arrivent. On a des projets structurants qui sont extrêmement importants pour notre développement. Donc d'abord le bilan de sportifs sur les 15 premiers matchs. On est, comme les joueurs ont pu le dire et comme le coach a pu le dire quelquefois, on est un peu déçus au niveau des points, parce que ce qui nous frustre le plus, je pense, c'est sur les 3 matchs à domicile où on fait 3 matchs nuls, que ce soit Lorient, Nice et Strasbourg dans le désordre. Les 3 fois on mène, Strasbourg on a gagné facilement le match, Nice on mène jusqu'à 10 minutes de la fin, Lorient on mène jusqu'à 7 minutes de la fin. Et sur les 3 matchs, au lieu de faire 9 points, on fait 3 points. Donc c'est une déception en termes, pas de jeu, mais parce qu'on a joué dans ces matchs-là. Et c'est une déception en termes de points. Et l'autre déception qui est importante, c'est le match à Clermont, où on était largement en mesure de prendre 3 points et où on s'est retrouvé avec 0. Et ça, c'est un sentiment que je vous partage, qui est l'ensemble sentiment qui est partagé diffusé auprès de nous tous, que ce soit le staff technique, les joueurs ou moi-même. Ce qui est important de souligner, je pense aussi, c'est le fait que sur les 15 matchs qu'on a joué, on a joué 10 fois contre les équipes du top 10, dont 5 fois à l'extérieur. Donc on a un calendrier qui est sur les 15 premiers matchs qui était vraiment compliqué. Après, il y a des équipes, par exemple, quand on a joué Lorient en tout début de saison ici, peut-être que la perception c'était Lorient 16e de l'année dernière, sauf qu'au bout de 45 minutes, on s'est dit c'est une équipe qui va finir largement dans les 8 premiers, ou si ce n'est dans les 6 premiers, plutôt que l'équipe 16e de l'année passée. Donc la difficulté du calendrier, notamment à l'extérieur avec ces 5 matchs chez le top 10, a fait que on est peut-être un peu un déficit de points, mais encore une fois, je reviens sur le déficit de points, il est plus dû à la frustration de ces points qu'on a laissés en route à domicile. Il y a un truc qui est très important pour nous, vous le savez, c'est notre identité de jeu, c'est la manière dont on évolue, la manière dont on présente l'équipe. Il y a une identité dans l'état d'esprit. Et en parlant avec les joueurs, c'est quelque chose de très fort pour eux. C'est quelque chose d'important. C'est clairement partie de notre culture maintenant, cet état d'esprit, ces valeurs, de jouer en équipe, de rester ensemble, de ne jamais laisser tomber. Au point où, quand on a fait des débriefs, j'ai fait des débriefs, j'ai rencontré tous les joueurs de manière individuelle avant le départ en vacances. Et c'était juste en sortie du match de Monaco et avant le match à Rennes. Et ce qui est ressorti, c'était très intéressant parce que c'est pas moi qui l'ai amené sur la table, ce sont les joueurs. Ce qui est ressorti, les joueurs, c'est le match de Monaco. Ici, c'était pas nous, c'était pas Toulouse. C'est pas notre identité, c'est pas ce que l'on est. Et quand vous avez tous les joueurs qui vous disent ça, des leaders aux joueurs les moins expérimentés, je dirais, ça veut dire que c'est une culture forte chez nous, de jouer au foot, de presser haut, d'avoir la possession, de prendre des risques, d'attaquer, mais aussi de jouer en équipe et de ne pas laisser tomber. Alors des fois, ça arrive, parce que sur 38 matchs, on ne peut pas faire 38 matchs comme ça. C'est malheureusement arrivé contre Monaco, mais le plus important pour moi, c'est que les joueurs l'ont identifié sans qu'on en parle. Et quand vous avez des joueurs qui vous disent c'était pas Toulouse, c'était pas une équipe de Toulouse, c'était pas nous ce jour-là, ça montre que l'identité et la culture de l'équipe est forte, donc c'est très important. On a la 11e attaque, la 8e à domicile, la 15e défense. Donc c'est encore une fois cet aspect football offensif, attaqué, ça ressort là-dedans. On a une position de ballon qui est 8e sur l'ensemble du championnat, 6e sur les matchs à domicile, on est environ à 55%. Donc ça veut dire qu'on continue à jouer le jeu que l'on avait dit qu'on jouerait. Peut-être vous vous souvenez l'année dernière quand on est monté, et puis juste avant le début de la saison, j'ai dit on va attaquer la L1. Je ne le disais pas du tout de manière arrogante.
Je l'ai dit à l'époque, que je ne le disais pas de manière arrogante. Et je continue à le dire, on croit en notre projet de par le jeu. Tout le recrutement qu'on fait, c'est pour jouer en prenant des joueurs pour jouer dans pas un système, parce que le système importe peu, mais avec une philosophie qui est bien précise. S'il y a un décalage entre cette philosophie et le recrutement, bien évidemment, on va être en difficulté. Et chaque fois que cette saison, on n'a pas été en décalage, notamment sur les matchs à domicile, ou à Lyon, à l'extérieur, ou à Troyes à l'extérieur, ou par période à Nantes, ou par période à Lille, eh ben, on a montré qu'on avait une équipe qui était largement compétitive, malgré la frustration de ces quelques points de moins. Si je veux être vraiment cru et cynique, je dirais d'une certaine manière, quand je regarde le classement, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'aspect financier, bien sûr, et à l'influx de cash qu'a amené la signature entre la LFP et le groupe CVC et le fonds d'investissement CVC Capital. Et pour moi, il y a un championnat qu'on domine, c'est le championnat, ce que j'appelle le championnat des 16,5 millions. Donc, on est premier à ce championnat. Il y a nous, il y a Ajaccio, Auxerre, Bordeaux, Metz et Saint-Étienne. Alors pourquoi je mets Bordeaux, Metz et Saint-Étienne? Mais justement parce que on leur a attribué la même somme d'argent que nous, alors que nous, on montait et que descendait. Et puis on est quatrième au championnat des 33 millions. Donc c'est tous les clubs qui sont intermédiaires. Donc on surperforme dans ce championnat-là aussi, largement, parce qu'il y a beaucoup de clubs, par définition, il y a 6 clubs qui sont derrière nous et qui ont bénéficié d'une manne financière extrêmement plus importante que nous. Donc c'est quelque chose sur lequel je ne fais pas de fixation, mais c'est quelque chose sur lequel c'est une chose sur laquelle je m'attarde aussi par moments aussi, parce qu'il faut aussi regarder la réalité en face, et que c'est important pour nous la manière dont on travaille de comprendre si on surperforme, si on performe, si on sous-performe dans ce que l'on fait. Donc financièrement on surperforme clairement par rapport à nos capacités financières. On sous-performe en nombre de points pour les raisons que je viens de vous donner, et on est à peu près où on veut être dans le jeu, si ce n'est à part sur quelques matchs, notamment le match de Monaco chez nous, en gros sur le match de Monaco. Sur le plan sportif aussi, je voulais vous faire un petit point par rapport à la situation de notre staff technique, et pour vous dire que Michael Debève a été suspendu, mis à pied à titre conservatoire. Il y a une procédure disciplinaire qui était en cours contre lui. Vous doutez bien que je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, et qu'on vous informera en temps voulu s'il y a des nouvelles, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction qui a été prise contre lui. Pour le mercato passé et le mercato futur, pardon, je voudrais faire un petit retour en arrière et vous expliquer comment on a cherché à construire notre effectif. En fait, on s'est rendu compte, en regardant ce qu'il faisait en France et ce qu'il faisait à travers l'Europe, et on a étudié les 17 dernières saisons de L1 et des promus qui sont montés de L2 à L1, on s'est rendu compte que ce soit dans les grands clubs ou dans les clubs normaux comme nous, ou dans les petits clubs comme nous, environ, si je fais une moyenne, environ au plus de 90% des minutes de jeu sont jouées par 16 mêmes joueurs. L'année où le TFC est descendu, ou l'année d'avant, il faudra que je retrouve exactement ça, mais il me semble que c'est la même l'année d'avant, de la descente, il y a eu 9 millions de masses salariales qui ont fait 0 minutes. Et on s'est dit, on ne peut pas partir comme ça. Nous, on a un petit budget, une très petite masse salariale, on doit être 16e ou 17e en France. Et on s'est dit, comment on fait pour optimiser notre masse salariale? Et donc, on est parti sur un principe d'avoir peu de joueurs, des joueurs de qualité, à peu près d'un même niveau, plutôt que de répartir nos peu de ressources sur 28, 29, 30 ou 35 joueurs, on les a répartis sur 17, 18, 19 joueurs. Après, en complétant par des jeunes joueurs qui étaient déjà dans l'effectif ou qui venaient du centre de formation, ou qui vont continuer à venir du centre de formation pendant la saison. Donc ça, c'est quelque chose, c'est important que je vous explique ça, parce que c'est une volonté de notre part de le faire. Pratiquement tous les clubs maintenant avec lesquels je discute à travers l'Europe ont cette approche aussi.
Vous prenez Liverpool ou Tottenham, ils montent à 96% des minutes qui sont jouées de championnat qui sont jouées par les 16 mêmes joueurs. Donc on s'est dit, si ces grands-là arrivent à le faire, nous, il n'y a pas raison qu'on ne le fasse pas. Donc c'est pour ça qu'on a un effectif qui est réduit. C'était fait, cette décision, on l'a prise au niveau de notre comité stratégique, qui est composé de notre responsable stratégie, notre responsable data et moi-même. Et on l'a décliné au niveau du staff, on l'a expliqué à Philippe, qui était entièrement d'accord avec nous, bien évidemment. Parce que les entraîneurs, moins ils ont de joueurs à gérer qui ne jouent pas, et plus... Enfin, c'est pas que c'est plus facile parce que leur tâche est extrêmement difficile, mais moins c'est difficile pour eux. Pour le mercato de l'été dernier, avant de parler des arrivées, je voulais parler des joueurs qui étaient ici et de parler des renouvellements parce que je sais de contrats parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à notre communauté. Donc, nous avons fait des propositions l'été dernier de prolongation à Anthony Rowe, à Moussa Diarra, à Nathan Ngoumou. Tous les trois ont refusé les propositions que nous avons faites. Nathan a clairement refusé parce qu'il était en discussion et son objectif était de partir. Donc il était en discussion avec plusieurs clubs. Je ne le savais pas, je l'ai compris que plus tard. Et pour Anto et Moussa, on ne s'est pas mis d'accord d'un point de vue financier, mais on s'est mis d'accord pour rediscuter pendant la saison en cours. Nous avons signé comme contrat professionnel Kevin Keben, Guillaume Rest et Fares Chaibi. Alors, pour en revenir à mon précédent, bien évidemment, ils faisaient partir de ces joueurs-là, qui étaient des joueurs qui étaient au-delà des 17, 18, 19, enfin 18, 19, 20, 21 dans notre effectif. Donc des joueurs dont on savait qu'ils allaient apporter une plus-value importante pendant la saison. Et la preuve, c'est que je crois que Fares en est à 14 sur 15 matchs, titulaire et remplaçant. Kevin doit être à 9 ou 10. Et Guillaume, bon, il a un poste qui est un peu plus difficile, il est beaucoup plus jeune que cela, que les deux autres aussi, le poste de gardien, mais c'est un joueur auquel on croit énormément parce que c'est probablement le sport numéro 1 à son poste en France chez les jeunes. Pour ce qui est des joueurs un peu plus âgés ou expérimentés, on a fait une proposition de prolongation à Ricili qui était supérieure à ce que les clubs, à ce qu'on lui avait offert en Championship en Angleterre. Il a été très déçu que de peu de considération que lui ont dressé les clubs qui étaient intéressés par lui en Championship. Donc la proposition supérieure qu'on lui a faite la proposition financière, pardon, était supérieure à celle qu'il avait en Championship. Il n'a pas voulu prolonger pour des raisons d'ordre privé que je respecte. Voilà, et puis ça s'est ensuite rapidement arrêté puisqu'il s'est fait sa grave blessure. Pour ce qui est de Branko van den Boomen, j'ai eu une discussion dès le mois de mai avec son agent. Son agent est parti sur des chiffres, sachant que c'est le joueur le plus payé au club à l'heure actuelle. Son agent est parti sur des chiffres qui étaient deux fois et demi notre plus gros salaire. Il ne le faisait pas de mauvaise intention, le joueur non plus. Il n'y a pas une once de mauvaise intention dans ce cœur-là et dans cet esprit-là chez Branko. Il pensait que le fait qu'on allait en première division, à L1, Uber Eats allait démultiplier nos revenus de manière beaucoup plus importante que ce que la réalité le montre. Donc je lui ai dit qu'on ne pouvait pas. Et c'était absolument inatteignable les salaires qu'ils nous demandaient. Donc je sais qu'ils ont cherché tout l'été. L'agent était surpris de ne pas avoir de proposition. On a eu 0 proposition. Comme Branko est une personne extraordinaire et quelqu'un qui vit et qui respire football toute la journée, ça n'a bien évidemment pas affecté parce qu'il aime tellement le foot qu'il ne pense qu'au foot. Et il a un cerveau qui est câblé pour ça. Donc vous avez bien évidemment pu voir que ses performances n'en sont absolument pas affectées. J'ai eu une discussion avec Branko récemment où il m'a redit que lui ça l'intéressait de rester dans la mesure où financièrement et sportivement il s'y retrouvait, mais qu'en même temps il voulait voir s'il n'y avait pas mieux autour de lui en Europe. Donc je lis beaucoup les déclarations, j'entends beaucoup de rumeurs. Son agent peut-être que vous connaissez le principe de la base de données Transfer Room. C'est une base de données, un site internet par lequel les clubs correspondent et les agents maintenant peuvent mettre des joueurs. Donc il a mis son joueur à disposition d'autres clubs sur Transfer Room, ce qui m'étonne énormément, sachant qu'il est toujours sous contrat avec nous.
Voilà, donc ce que j'ai dit à Branco, c'est que si il est toujours, ou son agent est toujours dans les mêmes dispositions financières, ça sera absolument inatteignable pour nous. Mais par contre, que s'il voulait discuter sur des bases que l'on peut payer, on discuterait avec grand plaisir. Pour ce qui est de Stein Spearing, j'ai parlé très tôt à son agent au mois de mai aussi l'année dernière. Je lui ai dit, écoute, tous les chiffres que tu peux entendre circuler sont faux à propos de nos joueurs, à propos de ce qu'on s'est payé, de ce qu'on peut payer, pardon. Il m'a dit, je sais, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, on ne bougera pas et on sera là pendant la saison. Et Stein est très content, ce qui m'allait très bien aussi. On a reçu par l'intermédiaire de son agent, et en plus pendant l'été, le joueur a changé d'agent. Donc c'est pour ça que la communication était plus difficile avec son agent, et je l'ai compris après, parce que Stein est venu me voir début septembre, ou début octobre, je ne me souviens plus, en me disant, je vous informe que j'ai changé d'agent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a eu aucune communication pendant l'été. Il y a eu une offre indirecte faite par son agent le 31 au matin, ou le 1er au matin, d'une somme ridicule d'un club grec, et on a plus rigolé qu'autre chose, et de toute façon pour Stein c'était hors de question de partir. Donc il a changé d'agent entre temps. J'ai vu son agent il y a 15 jours, 3 semaines, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est parce que on a eu à discuter dans mon club précédent. Et donc on s'est mis d'accord, le joueur veut rester, sa famille est très contente, et on s'est mis d'accord pour discuter entre décembre et janvier d'une prolongation de contrat. Donc après ça va être une question de négociation, mais je sais que le joueur veut rester et il me l'a clairement dit. Pour cela, les continuations des joueurs qui sont en fin de contrat, je dois rencontrer l'agent de Max Dupé au cours du mois de décembre. On va peut-être essayer de se voir dimanche autour d'un match. Sinon, courant mois de décembre. Et puis la même chose pour Brest, j'ai eu plusieurs conversations avec son agent pendant la période de vacances pour continuer à discuter. Voilà, je pense que c'est... Ah oui, il y a un point très important, parce que je ne sais pas d'où ça sort. C'est Martin qui m'a fait la remarque hier, je n'étais pas au courant de ce qui se disait sur les réseaux sociaux ou autres pseudo-médias. Pour Isiaga Silla, il n'a jamais été question d'une prolongation. J'ai vu, il a changé d'agent pendant l'été. J'ai vu son agent dans les dernières semaines du mercato. On est tombé d'accord sur le fait que c'était la dernière année du joueur et que le joueur avait fait son temps ici, qu'il avait envie d'aller voir ailleurs. Et j'en ai reparlé avec lui, avec Silla la semaine dernière, la semaine des entretiens individuels. On en a parlé, on est toujours dans cet esprit-là. Lui veut un nouveau challenge. Je pense que pour lui aussi, c'est très bien aussi. Voilà, donc juste pour rectifier les rumeurs et les fausses informations qui circulent par rapport à Isiaga. Et la relation entre lui et moi est extrêmement fluide, comme avec tous les autres joueurs d'ailleurs. Mais voilà, on est en relation constante avec lui. Pour ce qui est donc très important aussi, on a fait signer Christian Mawissa la semaine dernière ou la semaine d'avant, vous avez dû voir ça. Donc dans la projection de Fares, de Kevin Keben, de Guillaume Rest, sur la génération de 2005, qui est une génération clé pour nous et qui a été championne de France l'année dernière, de le faire signer, c'était très important. C'est un joueur en qui on croit énormément. Il y en a d'autres dans cette génération de 2005. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles à vous annoncer également sur ça. Pour ce qui est du mercato qui arrive, nous avons une capacité financière qui est assez importante, je dirais, par rapport à notre budget pour investir. On regarde depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons perdu 2 milieux de terrain pour très longtemps, pour plusieurs mois, avec Charis et Denis Genreau qui sont fait opérer. Donc on ne les aura pas pendant plusieurs mois, comme je viens de dire. Donc bien évidemment, on est attentif au marché. On a des possibilités financières d'investir. Et il y a des joueurs sur le marché qui nous plaisent, donc on pense qu'il y a des deals qui sont possibles. Donc on va tout faire pour le faire et pour renforcer l'équipe. Pour ce qui est, juste pour revenir sur le mercato de l'été dernier, on est content de ce qu'on a fait. Un mercato, ça ne se juge pas sur 3 mois, ça se juge, je vous l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé, ça se juge sur 2 voire 3 saisons.
Je me faisais la remarque il y a quelques jours, où tout le monde dit et à juste titre, que Branco et Stein sont des réussites incroyables. Juste pour rappel, les 2 matchs de barrage contre Nantes il y a 2 ans et demi, Branco n'a pas joué un et Stein n'en a joué qu'un. Et si je vous disais ça maintenant en disant on a joué sans ces 2-là qui sont titulaires indiscutables, les 2 des meilleurs milieux de terrain de L1 à l'heure actuelle, ben vous y croirez pas. Donc ben oui, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas plus tard que 2 ans et demi. Donc un recrutement, il faut le juger sur le long terme. On est content de ce qu'on a fait. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les joueurs un par un. Le regret qu'on a le plus important pour moi, c'est par rapport à Charis, parce que en fait c'est quelqu'un qui a un état d'esprit exceptionnel, et c'est une des raisons pour laquelle on l'a fait venir. Et en fait, il avait énormément mal dans sa région pubienne, je dirais, adducteur depuis des semaines, si ce n'est des mois. Il ne nous le disait pas parce qu'il est vicieux ou parce qu'il cherchait à cacher quelque chose. Il ne le disait pas parce qu'il a une telle envie de réussir ici. Il a tellement fait pour venir ici qu'il s'est dit je ne peux pas venir et laisser le club tomber. Et j'ai tellement envie de réussir au TFC, j'ai tellement envie de réussir en Europe, enfin dans un grand championnat européen, avec tout le... sans manquer de respect au championnat grec, envers le championnat grec, qu'au bout d'un moment, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas le joueur qu'on a fait signer, il y a un problème. Et à force de lui parler, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème. Donc on a envoyé voir le spécialiste qui tout de suite a dit qu'il fallait l'opérer. Donc nous, moi, c'est le plus gros regret par rapport. C'est pas le regret d'avoir fait venir le joueur, c'est le regret de la manière dont la situation a évolué, parce que quelqu'un qui était capitaine du PAOK, qui a des matchs d'Europa League et d'éliminatoires de Champions League derrière lui, qui est un des joueurs majeurs du championnat grec, et les qualités qu'on a vues là-bas, et que la data nous a montré, que les recruteurs ont vu, c'était pas le joueur qu'on voyait au jour le jour. Donc on espère qu'il s'est fait opérer, on espère qu'il reviendra le plus fort possible et le plus rapidement possible. Voilà, pour ce qui est du mercato. Pour ce qui est de la vie du club, je voudrais toucher 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est les supporters et l'engouement. Donc vous connaissez les chiffres des abonnés, hein. On a environ 13 500 abonnés. On est à plus de 23 000 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison. On a fait 8 fois à plus de 20 000, dont 8 en L1, ce qui n'était pas arrivé depuis, je ne sais même plus, des années et des années. Donc ce que je veux dire, tout ce que je voulais dire par rapport aux supporters, je leur ai dit. Je trouve que ce qu'ils font, c'est admirable. Notre communauté, ce qu'elle fait, c'est admirable. Nos supporters, notamment ceux qui animent le virage Brice, ce qu'ils font, c'est fabuleux. Moi, ce qui me plaît, c'est non seulement l'ambiance qu'ils mettent, mais en plus qu'ils le font sans agressivité, sans animosité. On discute souvent, je leur dis souvent que ce qui me rend extrêmement fier, c'est qu'ils encouragent leur équipe sans insulter les autres, parce que pour moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on doit insulter une équipe pour supporter la sienne, et c'est quelque chose qu'ils font pas. Ils créent une ambiance qui est extrêmement festive. Alors la fameuse chanson, la meilleure tribune du championnat, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas on n'en est pas loin, on ne doit pas être loin au niveau festif et au niveau de la convivialité, on doit pas être loin d'être la meilleure tribune. Donc les remercier pour tout ce qu'ils font, remercier tous les gens, mais pas que notre communauté de manière générale, qui vient au match, il y a beaucoup de femmes qui viennent, d'enfants, de familles que l'on ne voyait pas ou que l'on ne voyait plus. Pourquoi ça marche comme ça? Écoutez, moi je pense que il y a eu le séminaire des directeurs de sécurité organisé par la Ligue il n'y a pas longtemps ici. Ils m'ont demandé d'intervenir, de faire un petit discours d'introduction, ce que j'ai fait. Et le thème, c'était comment vous êtes arrivé à faire revenir les gens au stade et à ce qu'il y ait une ambiance pareille. Alors l'ambiance, d'abord, c'est pas nous qui la mettons. Nous, on essaie de les mettre dans les meilleures dispositions possibles, que ce soit l'expérience avant le match, pendant le match ou d'après-match. Mais après, c'est eux qui décident s'il y a de l'ambiance ou pas. Et en fait, j'ai pas eu vraiment d'explication. Ça m'était difficile. D'abord, je suis pas un donneur de leçons. Et puis, ça m'était difficile d'expliquer aux directeurs de sécurité, à la Ligue, des autres clubs de L1 et de L2 le pourquoi. Ce que je sais, c'est que je pense qu'on est dans un cercle vertueux. Le cercle vertueux commence par la qualité qu'on monte sur le terrain, la qualité, je veux dire, dans le jeu.
Quand on dit on est une équipe qui est là pour attaquer, ça colle avec la culture et la valeur et l'identité de la ville, de la région. Parce que c'est aussi ce que notre communauté veut voir. Et ça, on a parlé à notre communauté avant de mettre ça en place, donc on le savait. Ce style offensif, une équipe qui ne laisse jamais tomber, une équipe qui joue ensemble, une équipe qui a du cœur, qui a des valeurs fortes, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis après, ça a enclenché avec le virage qui a décollé, en termes d'abonnés, en termes d'ambition, en termes de tifo, en termes d'animation, pardon, pas d'ambition. Le virage famille qui marche, donc de l'autre côté, le virage Christophe Revaux, le virage famille, pardon, qui marche de manière extraordinaire aussi. Et voilà, donc ça crée cet engouement que l'on veut maintenir. Donc notre communication est constante avec tous nos groupes de supporters. Moi, mon obsession maintenant, c'est comment faire pour que les gens continuent à venir au stade et continuent à revenir au stade sur les années qui arrivent. Pour ce qui est des projets du club, je vous disais que c'était très important pour nous parce qu'ils sont extrêmement structurants. Donc en termes de chiffres, pour être tout à fait cru et brut, je l'étais tout à l'heure, par rapport aux investissements, dans les 2 ans et demi qui arrivent, nous allons investir environ un peu moins de 20 millions d'euros dans nos infrastructures, entre le centre de performance que l'on va créer au niveau de l'ancien restaurant Daniel Fauché, les investissements qu'on fait pour remettre le centre de formation à niveau, la boutique que l'on ouvre et que l'on inaugure la semaine prochaine en centre-ville. On fait des travaux importants au niveau du vestiaire domicile ici au Stadium, qui seront prêts au 1er juillet 2024. Et les bureaux aussi. On a signé un bail pour déménager d'ici, du 3e étage. Pour ceux qui connaissent, vous savez qu'on est extrêmement à l'étroit. Donc on va déménager, si tout va bien, au 1er janvier 2024 pour prendre des bureaux qui sont pas loin d'ici et dans lesquels on aura beaucoup plus d'espace et beaucoup plus confortable. Donc voilà, ça sont des projets qui sont très très importants pour nous. Le club n'a jamais eu de foncier, c'est la première fois que ça arrive, de par l'acquisition du restaurant Daniel Fauché. On avait besoin d'un centre d'entraînement et de performance de haut niveau qui soit au moins au niveau de nos compétiteurs, donc c'est ce qu'on aura. Et voilà, il nous tarde d'y rentrer, bien évidemment. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, Martin, bon, j'ai oublié des trucs. C'est bon, on peut passer aux questions, pour ceux qui en ont. Comme j'ai tout dit, il n'y en a pas. Mais oui, c'est ça. Non. Pardon? On ne change pas les traditions. Ouais, bon, on va les changer alors. Bonjour Damien, Julien Malidas, France Bleu donc. Bonjour. Je reviens sur le mercato d'été. Vous étiez plutôt satisfait. Zakaria et Thaïs, on les a plutôt pas mal vus sur ces 4 premières journées, contrairement aux autres. Zanden ou autres, est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception quand même sur ces quelques arrivées l'été dernier? Non, il n'y a pas de déception. Comme je vous disais, il faut vraiment juger sur la longueur. Zanden, c'est un super jeune joueur. On savait qu'il avait besoin de travailler en arrivant. Il a été, ce qu'il peut faire sur un plan offensif, vous l'avez vu sur les matchs qu'il a joués, il est extrêmement créatif. Et c'est ce qu'on recherche de par notre jeu. Il a été surpris de la qualité des attaquants du championnat de France et de la valeur athlétique du championnat de manière générale. Il est extrêmement lucide sur les points qu'il a à travailler. Il est même sur le plan offensif où il est largement au-dessus de la moyenne. Il dit il y a encore des points que je peux améliorer, c'est normal, c'est un très jeune joueur. Donc pas du tout déçu. Et puis il faut se dire qu'Isiaga il fait une super saison. Après c'est le meilleur qui joue. Donc non, pas du tout déçu. Et Birma c'est un peu la même chose. D'abord il est arrivé très tard. Parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer avec Nathan, si Nathan allait partir. Parce qu'en fait, les négos avec Mönchengladbach, ils m'ont contacté. Ils ont fait une offre très basse. Ils ont disparu pendant 15 jours. Et j'ai su récemment qu'en fait, ils s'étaient mis sur un autre joueur du championnat de France, qui était leur priorité. Et puis quand ils sont arrivés dans une impasse avec ce joueur-là, ils sont revenus vraiment en fin de mercato sur Nathan. Ce qui fait que nous, pendant cette période-là, on a activé, il y a des joueurs sur lesquels on était qui avaient bougé. Et puis Birma a toujours été tout en haut de nos listes, quoi qu'il arrive. Donc on a réactivé Birma, mais c'était vraiment très tard.
Il est arrivé, il avait plus ou moins été mis de côté là-bas, etc. Bon, c'était un peu compliqué. Voilà. Et lui, donc, quand vous voyez ce qu'il a fait contre Chelsea ou contre d'autres clubs en Champions League ou en Europa League, on sait très bien qu'il peut le faire dans le championnat de France. Donc c'est juste une question d'un peu de temps d'adaptation et ça viendra parce que c'est un très très bon joueur. Voilà. Après, on savait qu'on avait 3 joueurs de très bon niveau. Zakaria, Rafa et Birma à ce poste, pour 2 postes. Là-dessus, c'est rajouté Fares, qu'on avait pu se projeter au milieu, même si Philippe, depuis le début, il me dit moi, je préfère le faire jouer plus haut parce qu'il est décisif. Et j'avoue que Philippe a entièrement raison là-dessus. Donc, se rajoute la concurrence. Mais voilà, non, je suis ni d'ici ni inquiet. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ce que vous ciblez peut-être aussi cet hiver, du coup Vous savez que non. Ben, je vous ai déjà donné des indications, pardon, avec le fait qu'on soit déjà à 2 milieux de terrain de moins. Donc s'il y a un secteur où on est en plus en difficulté, c'est celui-là. En termes de nombre, pas de qualité. Bonjour Damien, Patrick Bonjour Després, Patrick. la DPJ Midi. Est-ce qu'il y aura des départs en revanche cet hiver? On pense à, bon, je sais que l'effectif est réduit, effectivement il court. Il y a quand même quelques joueurs comme Begraoui, Flemings, Ado qui jouent pas beaucoup. Il y a aussi Skita qui doit revenir pour repartir peut-être. Sur tous je dirais les 17-18 titulaires, bien évidemment, on n'envisage aucun départ. Et pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui a demandé à partir. Et j'espère qu'il n'y a aucun joueur qui demandera à partir. On a eu beaucoup de propositions pour Ado l'été dernier et de prêt, que ce soit de L2 ou de championnats comme la Belgique, la Hollande ou l'Allemagne en 2e division. Mais on n'a pas voulu qu'il parte, et puis l'esprit c'est qu'il reste aussi là. Pour Flemings, en fait, l'idée quand on a pris Junior, c'était très clairement qu'il vienne la première partie, parce que la première partie de saison, c'est-à-dire les 6 premiers mois qui restent, qui viennent pour s'adapter à la vie en Europe et à la vie en France, et après on voulait le prêter. Et en fait, pour des circonstances un peu étranges, où il n'a pas eu de chance sur le marché, etc. Il n'est pas parti en prêt l'été dernier, mais l'esprit c'était ça, c'est qu'on voulait qu'il s'adapte ici pendant 6 mois, et puis après qu'on le prête pendant une saison, pour qu'il revienne exactement dans les conditions que l'on pense qu'il peut être comme joueur. Donc l'esprit c'est la même chose, le plan c'est la même chose. J'ai eu 2 coups de fil avant les vacances de clubs qui voulaient le prendre après, donc l'idée c'est de le prêter. Pour tous les autres, il n'y a pas d'intention de... Même les joueurs dont vous avez parlé d'Yannis, c'est ça, Begraoui? Oui. Non, il n'y a pas d'intention, le joueur veut rester aussi, quoi qu'il arrive. Et puis... Nathan est revenu ce matin, donc il a fait un très bon prêt. Surtout les 3 ou 4 derniers matchs, il a très très bien démarré. Il y a une période un peu plus difficile, il avait mal au mollet, il a été malade, il est un peu sorti de l'équipe à Vikings. Puis il a fini en boulet de canon sur les 3-4 derniers matchs. Donc il est là. Notre intention c'est qu'il reste là. Malheureusement, il ne sera pas qualifié pour les matchs du 29 et du 1er janvier, du 29 décembre et du 1er janvier, parce qu'on recevra la règle de sortie au mieux le 1er janvier, ce qui sera trop tard parce qu'il faut 24 heures. Mais l'idée, voilà, j'en ai encore parlé avec Philippe hier, il va le faire jouer dans les matchs amicaux qui arrivent. Et excusez-moi, dû au fait qu'on ait des problèmes d'effectifs aussi au milieu, ben, ça tombe bien, et notre esprit, ça a été de dire, notre état d'esprit, ça a été de dire, ben, on récupère Nathan, c'est un très bon joueur qui a fait un très bon prêt, et c'est ce qu'on recherchait aussi pour lui. Okay. Par contre, on a beaucoup d'offres pour Nathan, de prêts, ou de clubs qui veulent faire des prêts avec option d'achat. Donc on sait que si on voulait refaire un prêt, on le ferait, mais ce n'est pas dans les intentions. Denis, il faut opérer de quoi? Je suis tenu par le secret médical, mais il a une opération, il sera out bien 3 mois. Bien 3 mois. Pour ça qu'il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Vas-y. Il était déjà blessé à un moment de l'annonce de la liste. Oui. Parce qu'il était dans les groupes dans les derniers. Oui, mais c'est un peu le même problème que Tsinga, mais par rapport à Edune, parce qu'il voulait se montrer, enfin, il voulait montrer qu'il avait le niveau de L1 et de 2 qui avait la Coupe du Monde. Il a joué avec des douleurs qui étaient absolument insupportables.
Et en fait, qu'en discutant avec lui beaucoup plus en avant, on s'est aperçu que lui il pouvait jouer 15, 20, 25 minutes, mais qu'il ne pouvait pas jouer plus. Et en fait, je pense que ça lui a coûté 100 places en Coupe du Monde parce qu'il n'était pas en mesure de faire plus. Il a tiré pour ne pas se faire opérer et pour aller à la Coupe du Monde. Et à l'arrivée, malheureusement pour lui, et c'est dramatique, il a fait l'opération et loupé la Coupe du Monde. On a averti le staff australien. Ils étaient au courant, ouais. Bonjour, président ici, Wilfried Templier, RMC Sport, bonjour. Est-ce que les datas marchent au Qatar? Est-ce que vous regardez tous les matchs? Est-ce que pour le mercato, il y a des idées qui peuvent vous venir de là? Les datas marchent au Qatar, bien évidemment. On couvre tous les matchs. J'en regarde beaucoup, mais pas comme je le faisais quand j'étais recruteur ou directeur sportif, hein, malheureusement. Donc oui, on regarde. Est-ce que les idées peuvent venir de là? Je suis pas sûr parce que dans le milieu financier, soit on a une opportunité de marché extraordinaire et grâce à la data, on trouve un joueur comme Zach qui va là-bas et qui fait, vous avez vu ce qu'il a fait, hein, avec l'équipe du Maroc. Mais bon, quand vous voyez je peux pas vous dire combien on a payé, mais quand on sait combien on a payé et où est le joueur, il y a à peu près ça d'écart. Et quand on a des opportunités de marché comme ça, il faut les saisir. C'est pour ça qu'on s'est battu comme des chiens pour récupérer Zakaria. Il est au niveau, je pense qu'il est loin d'atteindre sa maturité et d'être au niveau où il peut être. Ce qui fera que ça fera un transfert pour nous et une création de valeur sportive, je ne parle pas financière, encore plus importante que ce qu'on avait anticipé. Donc s'il y a d'autres cas comme ça par rapport aux joueurs qui sont à la Coupe du Monde, je vais bien les regarder, mais je suis quand même assez sceptique. Vous avez parlé du milieu de terrain éventuellement pour regarder, pour se renforcer. Est-ce que ça peut être sur d'autres lignes aussi? Devant, il y a l'adaptation de Dalinga sur les premiers mois, la blessure de Rissilé. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez anticiper? Non, on n'a pas parlé de devant du tout. On s'est concentré principalement sur le milieu de terrain. On croit énormément en Theis. Il a mis des buts depuis qu'il est arrivé. Il a mis des buts, il a fait des passes décisives. Alors on savait qu'il n'allait pas mettre 38, je crois qu'il a mis 38 buts en 40 matchs l'année dernière ou 41 matchs. En deuxième division Hollande, on savait que ça n'allait pas se passer comme ça, bien évidemment, qu'il allait besoin d'avoir un peu de temps d'adaptation. Mais le dernier match à Rennes, il a été très bon, il a marqué, il a été bon avant dans les matchs en début de saison aussi, voire très bon. Donc on n'a aucun doute sur Theis. Et puis comme je dis à Aris depuis le début, depuis qu'il s'est blessé, Aris s'est dit il va revenir pour le Money Time, Rhys. Donc ça va nous faire un joueur supplémentaire à partir du mois d'avril, sachant que la saison cette année se finit en juin. Et donc il va y avoir beaucoup de matchs à jouer et pour que Rhys se mette en valeur et aide l'équipe en marquant des buts dans le Money Time. Et enfin, comment vous appréhendez cette trêve, qui est presque une intersaison, par rapport à la dynamique que vous aviez, celle que vous pouvez retrouver ensuite vous n'êtes pas peut-être dans le cœur de la préparation physique, mais comment vous appréhendez ça en plein, c'est inédit pour tout le monde, et voilà, est-ce que c'est bien pour souffler un peu après les 15 matchs que vous avez fait, ou comment vous voyez ça? Je ne sais pas comment le voir parce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du foot professionnel, donc on est tous un peu dans l'expectation et dans un territoire inconnu. Les joueurs ont eu 15 jours de repos, je crois, du 14 à aujourd'hui, donc 2 semaines et demie, 3 semaines. Dans les 10 premiers jours, si mes souvenirs sont bons, les 10 premiers jours, ils ne devaient rien faire, et puis après, ils avaient un programme individuel de reprise chacun. Mais ça, le coach pourra vous le confirmer. Ce qu'on voulait, c'est qu'ils récupèrent le plus possible, parce que du 29 décembre jusqu'au 4 juin, le dernier match à Monaco, et dans l'hypothèse où on fait comme les 2 dernières années, c'est-à-dire qu'on arrive au quart de finale de Coupe de France, on pourrait jouer entre 27 et 28 matchs, ce qui est énorme. Il y aurait 4 semaines à 3 matchs. Donc on a voulu que les joueurs se reposent, qu'ils récupèrent. Ils vont faire une vraie préparation avec 3 matchs amicaux, un stage. Donc en fait, c'est pas une préparation de 6 semaines comme l'été, c'est une préparation de 4 semaines. Mais dans l'esprit, c'était exactement le même. Bonjour Damien. Bonjour. Sophie Pointer, France 3 Occitanie. Un petit mot sur l'état de la pelouse qu'on a vu un peu malmenée lors du dernier France-Japon. Il y aura d'autres matchs de rugby avant la reprise d'ailleurs de Ligue 1. Un petit mot, comment elle se porte? Je suis allé dessus lundi et j'ai pris peur parce qu'elle n'a absolument pas récupéré. Ce
il y a plusieurs choses qui nous inquiètent par rapport à la pelouse. La première chose, elle n'est pas adaptée, telle qu'elle est maintenant, elle n'est pas adaptée à un multi-usage. Donc il y a le Stade Toulousain qui joue contre Castres le 23 décembre, on joue le 1er. Alors, on est absolument enchanté que le Stade Toulousain vienne ici. Même si on a une convention qui dit que normalement le Stade Toulousain n'a pas le droit de jouer ici d'octobre à mars, mais dès que je suis arrivé, j'ai dit de la convention, c'est une chose et l'esprit c'est un autre. Et si on peut s'entraider entre clubs toulousains, on le fait. Donc on est enchanté qu'ils viennent. Et bien évidemment, je serai dans les tribunes assis à côté de Didier. J'espère comme la dernière fois qu'on est à La Rochelle, pour écouter son avis d'expert et ses blagues aussi qui m'ont bien fait rire, pour les encourager. Donc c'est pas une pelouse qui est faite pour multi-usage. Nous faudrait une pelouse hybride que l'on n'a pas. Il faudrait un chauffage qui permette aux racines de se régénérer, de pousser, et on l'a pas. Et on l'a signalé à la métropole dès qu'on est arrivé. La luminothérapie est insuffisante par rapport aux besoins que l'on a. Donc on se fait énormément de soucis. On a aussi fait des recommandations de traitement de la pelouse qui n'ont pas été suivies par les services de la municipalité, qui ont donné les résultats que vous avez vus pour le match de l'équipe de France. Si on avait dû jouer ce week-end, on n'aurait pas pu jouer, pour moi, vu la pelouse, l'état dans lequel je l'ai trouvé lundi matin. Et puis après, le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est que pendant la Coupe du Monde de rugby, il y aura 5 matchs. D'après ce qu'on comprend, on devra jouer pendant cette période-là 2 matchs de championnat, et que la pelouse n'est absolument pas en mesure, telle qu'elle est là, telle qu'elle est conçue, traitée, et sa qualité actuelle, elle n'est absolument pas faite pour avoir 7 matchs de rugby et de foot sur une période de 6 à 7 semaines. Donc on est énormément inquiet. Rebonjour Président, actionniste de l'équipe. Est-ce qu'on pourra avoir des précisions sur le fonctionnement du staff du coup pendant le stage ou même à la reprise, à la suite de l'annonce que vous nous avez faite de la mise à pied de Michael Delep? Est-ce qu'il va être resserré ou est-ce qu'il va être remplacé? Alors je ne peux pas vous donner de précisions justement parce qu'on est dans une procédure disciplinaire et juridique, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations que je vous ai données tout à l'heure. Quand est-ce que la décision sera prise en revanche sur son sort? Il y a des délais, il y a des entretiens, il y a des délais après les entretiens, de réflexion de part et d'autre. Comme c'est un contrat à ligue, on doit aller devant la commission juridique de la ligue, également, les deux parties. Donc ça prend un peu de temps, et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on a du nouveau, ou quand on aura du nouveau, s'il y en a, puisque aucune décision définitive n'a été prise, on vous tiendra au courant. A priori, c'est plus sur un départ que... Il n'y a aucune décision qui a été prise. Bonjour, Damien Thibault-Calette. Bonjour. Ce serait pour faire un petit point là sur la vie du club. Vous nous avez parlé de nouveaux bureaux pour le 1er janvier 2024. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de ces nouveaux bureaux ou pas encore? J'ai pas l'adresse. C'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté du pont. Ouais, on vous la donnera. Ce sont les bureaux actuels de business, c'est les bureaux de la société de Bruno Sola, qui est un ami du club et supporter du club, sponsor du club et ami du club, et une personne extrêmement brillante que j'apprécie énormément, et qui un soir on a dîné ensemble, et il m'a dit, mais j'ai dit, on charge du bureau, il m'a dit, ben moi j'en ai, je les quitte. Donc est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit énormément, et on est allé les visiter, ils sont juste de l'autre côté juste de l'autre côté de l'île, et voilà, on pourra y aller à pied, à vélo, et ça sera idéal. Locataire. Oui, oui. On n'est pas hôtelier. J'ai lu qu'on allait être hôtelier, on n'est pas hôtelier. On est un club de foot, donc on va être locataire dans des locaux qui sont parfaits pour nous. Et juste pour la future boutique du club en centre-ville, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse précise? Je crois que c'est du Vémusa, mais avoir le numéro et le jour exact de l'inauguration. Alors, pardon 54 Le numéro c'est 54, heureusement que mon assistante Alexandra le sait. Le numéro c'est 54 et l'inauguration ça sera la semaine prochaine et l'ouverture dans la foulée. En début de semaine prochaine. Oui, Président, concernant à nouveau les prolongations de contrat, les discussions que vous allez entamer avec les entourages des joueurs et les joueurs, est-ce que vous fixez une deadline, sachant qu'à partir du 1er janvier, ces joueurs-là seront libres éventuellement de négocier avec d'autres clubs?
Non, je ne me fixe pas de deadline parce que par expérience, je sais qu'on peut signer une prolongation après la saison, pendant la saison. S'il y a des joueurs qui signent, qui refusent de signer avec nous et qui s'engagent avec des clubs à partir du 1er janvier ou après, j'ai un accord avec eux moral pour qu'ils m'informent. Et ça me pose absolument pas, ça me pose pas de problème. Disons que ça me posera un problème parce que ça me fera râler de les perdre ou de le perdre ou de les perdre. Mais de notre côté, on a une relation qui est tellement fluide, honnête, basée sur une communication ouverte où on se dit tout depuis 2 ans et demi, qu'il n'y a pas de raison que ça change et qu'on jouera 4 sur table. Voilà, donc là-dessus, j'ai pas de problème. Et puis, en termes de délai et de timing, encore une fois, j'ai vu des joueurs qui étaient en fin de contrat qui prolongeaient au mois de juin, donc dans ma carrière. Donc, il ne faut pas se mettre de barrière. Encore une question. La petite question sur le match amical de gala qui était promis aux abonnés, je crois, cet été. Alors ça avait failli être le Dynamo de Kiev, si je ne m'abuse. Ça s'est pas fait. Est-ce qu'il y a d'autres pistes ou comment satisfaire les abonnés qui sont de plus en plus nombreux? Oui, qui sont très nombreux. Alors, ce qui s'est passé l'été dernier, c'est qu'à une semaine du match, l'équipe contre laquelle on devait jouer nous a fait défaut. Donc, tout ce qu'on avait prévu est tombé à l'eau, malheureusement. Donc, on est en train, on a plusieurs idées pour compenser les abonnés sur ce plan-là. Ça sera sûrement pas un match, mais on a des idées et je pense que ça peut être encore mieux qu'un match de gala. Ce qu'on va mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que le fameux Fans Day qu'on voulait mettre en place autour du match de gala de l'été dernier, on va le faire sous des formes différentes qui vont permettre à nos supporters, à nos abonnés d'être en contact avec la vie du club, d'être en contact avec les joueurs, beaucoup plus que ce qu'il ne l'aurait été si ça avait été juste un match. Sébastien Duval de l'agence Fort Press. Bonjour. J'avais une question concernant Redbird et leur investissement en Italie. Est-ce que ça peut changer quelque chose à long terme sur la politique à Toulouse? Est-ce que des partenariats vont être mis en place? Est-ce que, voilà, quel impact ça a, cet investissement en Italie? Alors, je vais répondre à votre question, mais de manière plus générale, je dirais, les chiffres que je vous ai annoncés par rapport aux investissements dans les infrastructures sur les 2 ans et demi qui arrivent, ça montre que ce sont des chiffres, tout est autofinancé par le club. Donc c'est sur nos deniers, sur les données du TFC, les deniers du TFC. Mais de notre côté, ça montre aussi l'engagement sur le très long terme de Redbird auprès du TEF, parce que c'est des investissements qui vont bénéficier sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc c'est la vision qu'on a en tant que Redbird pour le TFC. Ça, c'est la première chose. Donc le soutien de Redbird avec le TFC, quels que soient les investissements qui ont été faits ailleurs, ne change absolument pas. Ça, c'est la première chose. Et après, par rapport au Milan, écoutez, la vente du club s'est faite, ou l'achat du club plutôt, de la part de Redbird de notre côté, s'est fait très, très récemment, début septembre. Donc, on n'a pas encore parlé de ça. Je pense qu'on va sûrement l'évoquer à l'avenir, ce genre de collaboration ou de discussion que l'on peut avoir, mais c'est vraiment encore trop tôt pour en parler. Donc, j'ai bien compris. Dans la lignée de ça, vous avez annoncé que, enfin, tout ce que vous annoncez montre que Redbird bâtit ici, hein, avec tout ce que vous avez fait en dur, tous les investissements. Par rapport à ce que vous disiez sur le mercato, sur la prolongation des joueurs, le plafond que vous avez aussi dans ce que vous pouvez leur proposer, est-ce que un jour, un peu plus tard, vous pouvez passer un palier aussi, pour leur proposer plus et passer un palier avec le TFC pour être encore plus, comment dire, compter encore plus dans le paysage de la Ligue 1 et dans les moyens et voilà, dans l'ambition, même si vous en avez certainement, dans l'ambition que vous pouvez avoir sportivement. Alors, le principe de base qu'on a annoncé depuis qu'on est arrivé, c'est que le club doit être autosuffisant financièrement. Donc sans apport d'actionnaires, et ça on le gardera. Ça ne changera pas. Par contre, nous sommes en pleine réflexion depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour essayer d'augmenter notre compétitivité. Et d'augmenter notre compétitivité sur le terrain, elle va être soutenue par le fait d'augmenter notre compétitivité en dehors du terrain, et sur le plan des revenus. Parce que pour qu'on puisse devenir plus ambitieux sur le terrain, il faut qu'on ait des revenus qui
qui aille avec, bien évidemment. Donc on est en train de construire un plan là-dessus, que ce soit sportif ou financier. Encore une fois, on sera autosuffisant. Il n'y aura pas d'apport externe. On pense qu'il y a beaucoup de potentiel à Toulouse et dans la région. On voit de plus en plus de spectateurs qui arrivent en dehors de Haute-Garonne. On commence à attirer beaucoup d'intérêt de sponsors nationaux, voire internationaux. Donc on est en train de construire l'avenir pour ça, pour justement arriver à lutter, comme on l'a annoncé depuis que je suis arrivé, la 4e ville de France doit être quelque part entre le top 6, le top 7, le top 8 de N1. À l'heure actuelle, le gap financier sur une masse salariale d'un club qui est top 8 et d'un club comme le nôtre est incommensurable. Quand on joue contre des équipes adverses, que j'en discute avec mes collègues présidents, que je leur donne le chiffre de masse salariale, et ils sont surpris qu'on ait monté une équipe aussi performante avec une masse salariale qui est aussi réduite. Et ce qui nous intéresse, c'est comment combler ce gap. Alors on pense que la manière dont on travaille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous permet de surperformer financièrement par rapport à nos moyens, mais on a un plafond de verre auquel on va se heurter à un moment, on ne sait pas où il est. C'est pour ça que je n'ai pas fixé d'objectifs, que je ne dis pas on doit finir à telle place, etc. Parce que quand on se fixe des objectifs, on se met des limites, et qu'on est un club qui veut se fixer aucune limite, mais à un moment on va toucher nos limites. Donc après les limites, le plafond de verre, on va le briser en augmentant nos revenus, tout ce qu'on fait ailleurs, comment on utilise le stade, comment on optimise nos hospitalités, nos loges, comment on met plus d'hospitalité au stade, il n'y en a pas assez. Loin de là, il y en a à peu près 1000, il nous en faudrait un peu plus de 3000. Comment on fait venir plus de sponsors, comment on fait payer plus les sponsors. Voilà, on est en pleine réflexion là-dessus, c'est pas d'aujourd'hui. Mais le premier plan de la fusée, le premier étage de la fusée, c'était monter d'une certaine manière, être champion, ramener le club à N1. Le deuxième étage de la fusée, c'est comment on va maintenant vers le top 8 et le top 6 de la N1. Et on travaille dessus.